Eh bien bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Pierre-Henri. Les titres de l'actualité de ce vendredi. François Fillon qui durcit le ton. Le Premier ministre qualifie de sabotage les coupures sauvages d'électricité et dénonce la séquestration de chefs d'entreprise. Tout cela est extraordinairement dangereux, dit-il. Ce n'est pas de l'action sociale. Sous fond de crise, le début de la semaine des assemblées générales des entreprises du CAC 40 et une nouvelle polémique, celle de la rémunération des présidents non exécutifs des grands groupes. Les petits porteurs entendent bien donner de la voix. Cuba qui se dit ce soir ouvert au dialogue avec les États-Unis. Première avancée du sommet des Amériques qui s'ouvre aujourd'hui à Trinidad et Tobago en présence du président américain Barack Obama. Un sommet qui doit aborder de front les dossiers des narcotrafiquants et des cartels de la drogue. Je vous le disais, c'est le coup d'envoi des assemblées générales des grands groupes du CAC 40. C'est la tradition entre le 15 avril et le 15 mai. Les 40 entreprises les plus puissantes de France réunissent leurs actionnaires. Et cette année, la rémunération des dirigeants non exécutifs domine tous les débats. Reportage à la sortie de l'Assemblée générale de Sanofi Aventis, Anne-Louise de Rouen et Yannick Laborde. Palais des Congrès de Paris, c'est l'Assemblée générale des actionnaires du groupe pharmaceutique Sanofi. Et au cœur des discussions, les rémunérations des dirigeants et notamment celui du président non exécutif, Jean-François Dehecq. Je ne vois pas de raison pour qu'il touche 2 millions ou 2,5 millions par an comme ça. Je pense que les salariés dans l'entreprise devraient avoir davantage de droit à la parole et de pouvoir discuter des investissements, y compris dans les salaires des dirigeants. Sanofi n'est pas un cas unique. Dans d'autres grandes sociétés du CAC 40, le salaire du président non exécutif choque les petits actionnaires et les salariés. Souvent ancien patron de l'entreprise, il anime en fait le conseil d'administration mais n'est plus aux manettes. Son salaire varie selon la société entre 200 000 et 3 millions d'euros. Souvent, on a une reconnaissance qu'on veut lui témoigner. Il a été longtemps dans l'entreprise, il a contribué à sa croissance. Et finalement, il y a un côté un peu cadeau dans la rémunération qui lui est attribué. Un cadeau qui ne passe plus ces derniers temps. Alors le cabinet de conseil des actionnaires Fitrust propose que la rémunération de ses présidents soit soumise à l'accord des actionnaires. Que le conseil sache simplement quand il prend sa décision qu'il aura à la faire passer en assemblée générale, ce qui éviterait probablement quelques dérives qu'on a constatées, qui ne sont pas très nombreuses, mais qu'on a constatées à certains moments, et qui permettraient que le Conseil s'assure que la rémunération est bien en ligne avec ce que pensent, ce que peuvent accepter les actionnaires. Beau sujet de réflexion pour le futur comité des sages que le MEDEF s'efforce de mettre en place dans la douleur. L'usine Sony de Pontonx-sur-Adour dans les Landes a définitivement fermé ses portes aujourd'hui. Elle employait 311 salariés qui fabriquaient des bandes vidéo. Ils avaient retenu pendant une nuit le PDG de Sony France venu les rencontrer en mars. Une réunion pour la reprise éventuelle du site doit avoir lieu le 24 avril à la préfecture des Landes. Tout autre chose, les traders qui ne font plus rêver. Même l'université Paris-Dauphine a fermé son master le plus coté. Il a pourtant formé des générations de traders. Mais en cette période de crise, les facs font face à une véritable désaffection des métiers de la finance, comme l'a constaté Flora Sauvage. À 27 ans, ce jeune diplômé dans le secteur de la finance peine à trouver un emploi. Il passe aujourd'hui un entretien dans un cabinet de recrutement. Après 3 mois de recherche d'emploi, l'inquiétude pointe le bout de son nez. Vu que les choses sont beaucoup plus lentes à se débloquer, forcément on a je dirais pas des regrets, mais on se dit on n'a peut-être pas choisi le bon secteur et peut-être pas au bon moment. Dans ce cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la banque, les clients se font de plus en plus rares. On ressent très clairement des besoins moins importants, et cela depuis mi-2008, avec un fort mouvement à la baisse depuis décembre, et qui s'est conforté depuis le premier trimestre 2009. Face à la crise, l'université Paris-Dauphine a décidé de fermer à la prochaine rentrée son master spécialisé dans les marchés financiers. Beaucoup de banques gèlent les embauches sur les activités de marché. C'est un mouvement de grande ampleur, comme on n'a jamais vu depuis la création du master. Et donc, il nous semblait être de notre responsabilité de ne pas emmener d'étudiants vers la spécialité marché, pour cette année uniquement. Mais la crise n'a pas interrompu les vocations, bien au contraire. Les étudiants sont toujours aussi nombreux à vouloir s'inscrire dans ces filières, même si les débouchés ne sont plus assurés. À l'École centrale de Paris, on s'adapte à la nouvelle donne. Il faut former des risk managers. Ça, c'est très important et c'est vraiment une des leçons de la crise, c'est-à-dire que le contrôle des risques et la gestion du risque
qui était traditionnellement dévolue aux traders, les risk managers étant un peu la 5e roue du carrosse. Là, il faut former des gens très compétents, il faut bien les payer. Exit, le métier de trader place maintenant à des disciplines délaissées jusqu'à présent par les étudiants, comme la gestion de risque, car elles offraient des salaires moins élevés. Nouvelle journée d'action des salariés d'EDF et de GDF qui réclament des augmentations de salaire. Ils ont procédé à de nouvelles coupures d'électricité et de gaz. Un sabotage, selon le Premier ministre François Fillon. Il a fait part de son inquiétude devant ces manifestations de violence. François Fillon qui souhaite par ailleurs que le programme de l'A400M continue malgré des retards invraisemblables selon lui dans la construction de ce projet franco-allemand d'avions de transport militaire. Barack Obama part en guerre contre les cartels de la drogue. C'est un des thèmes dominants du sommet des Amériques qui débute ce soir à Trinidad et Tobago. En plus de la crise économique, le narcotrafic empoisonne de plus en plus la vie des Sud-Américains. Le président américain compte bien s'emparer de ce problème. Deborah Jane Smadja et Olivia Audemars. Barack Obama et le policier Elliot Ness en croisade contre les narcotrafiquants. C'est digne d'un scénario de film de gangster. Le président américain a en effet osé la comparaison entre son homologue mexicain et l'ennemi incorruptible d'Al Capone. Il l'a affirmé hier lors de sa visite au Mexique. Les deux pays devront agir ensemble contre les cartels de la drogue en Amérique latine. Un fléau majeur est l'un des principaux thèmes du sommet. 90% de la cocaïne qui entre aux États-Unis passe par le Mexique. Les trafiquants mexicains qui opèrent aux États-Unis génèrent entre 13 et 29 milliards d'euros par an. Depuis un an, près de 7000 personnes sont mortes, victimes des cartels. Pour la première fois, un président américain a reconnu la part de responsabilité des États-Unis dans le narcotrafic. Car si ses voisins sont producteurs de drogue, les Nord-Américains en achètent et vendent des armes aux trafiquants. Casser cette économie s'annonce donc difficile. Les Mexicains doutent que le président, celui-là, comme ses prédécesseurs, arrive à créer un rapport de force suffisant avec le lobby des amateurs d'armes aux États-Unis qui s'appuient sur la Constitution des États-Unis qui autorise la détention d'armes. Reste que la lutte contre la drogue n'est pas la priorité des 33 pays d'Amérique latine qui participent au sommet, davantage préoccupés par l'immigration ou la crise économique. Et puis ce soir, je vous le rappelle, Cuba s'est dit ouvert au dialogue avec les États-Unis, ce dont se réjouit Hillary Clinton, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. La TNT en France qui poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire. Le 27 mai prochain, c'est la ville de Kaysersberg en Alsace qui passera au tout numérique. Il y a 2 mois, Coulommiers en Seine-et-Marne franchissait le pas. Depuis, ces 20 000 habitants ne reçoivent plus la télé hertzienne, mais la télé numérique. Et ce changement a entraîné quelques couacs. Reportage de Marie-Laetitia Bourriez. Elle était connue pour son fromage. Désormais, Coulommiers est aussi une ville pionnière de la TNT. Avec 10 communes alentours, elle a définitivement tourné la page de l'analogique. Mais pour ce couple de retraités, pas question de changer les habitudes. À 13h, on regarde toujours le journal sur TF1. Ça n'a pas changé. Au niveau du changement, c'est d'avoir déjà plus de chaînes, dans un premier temps. Ensuite, l'image est nettement supérieure, ainsi que le son. Est-ce que vous regardez plus la télé? Non, pas plus. Plus aventureux que ses grands-parents, Romain a fait le tour des 18 chaînes de la TNT. C'était une découverte, quoi. Moi, j'aime mieux comme ça, car il y a beaucoup plus de programmes, mais sinon, ça change pas trop. Si la transition s'est passée en douceur, c'est grâce au travail d'explication des bénévoles de la mairie. Une aide financière a également été mise en place, mais seule une centaine d'habitants en ont bénéficié. Aujourd'hui, 98% des foyers sont équipés d'un adaptateur, mais beaucoup ont des problèmes d'interférence avec leur antenne. Arrêter l'analogique, c'était pas forcément une bonne solution pour nous, puisque Coulommiers n'est qu'un réémetteur de ce qui se passe à Paris. Et nous, Paris, c'est quand même au moins 50 km de distance, donc on est en limite de portée. À Chailly-en-Brie, le signal n'est pas très bon. Alain ne capte ni la 6 ni la 12. Il a donc acheté une nouvelle installation de meilleure qualité. Plusieurs centaines d'euros d'investissement. J'ai payé 400 € pour le final, que j'ai la reste sur image, c'est brouillé, c'est pas le top des tops. Région par région, le signal analogique va s'éteindre progressivement jusqu'en 2011. Le défi sera de bien informer les Français et de faire en sorte que personne ne soit privé de télé. Tout autre chose, plus de pipes, mais un moulin à vent.
Difficile d'imaginer Jacques Tati dans le rôle de Monsieur Hulot sans sa pipe, et pourtant la régie publicitaire de la RATP a osé remplacer la fameuse pipe par un moulin à vent. Retour sur cette polémique, Alain Ritchie. Comment? Je comprends pas, permettez. Hulot. Ils ont cassé la pipe de Monsieur Hulot. Les responsables de la régie publicitaire de la RATP ont dit non. Non à une affiche où Monsieur Hulot fume sa pipe légendaire. La raison invoquée, la loi Evin. Toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac est interdite. La pipe a donc disparu, remplacée par un moulin à vent, et les 2000 affiches de la rétrospective Jacques Tati ont pu enfin être diffusées. Histoire incroyable pour ces visiteurs de l'expo. Hulot, c'est le parapluie, l'imperméable, le chapeau et la pipe. Si on enlève la pipe et qu'on remplace par une fleur, il n'y a plus de Monsieur Hulot. On lui enlève la mèche parce que, je sais pas, tout d'un coup, c'est plus politiquement correct d'avoir une mèche sur la tête. Et puis, on lui aplatit ça, on fait une frange. Ça revient un peu au même, je veux dire, ça tient un personnage. L'affiche a donc dû être modifiée sous la contrainte par la direction de la Cinémathèque. Tati, c'est sa pipe, son chapeau, son imperméable court, ses pantalons un peu plus courts, on voit ses chaussettes, tout ça, c'est le personnage de Tati. On le dénature si on lui enlève quelque chose. Et j'appelle ça de la censure. Censure, le mot est lâché. La Ligue des droits de l'homme a même lancé une pétition. Claude Evin, l'auteur de la loi contre le tabac, juge ridicule de supprimer la pipe. Et même les associations anti-tabac sont contre. Cette affiche avec la pipe est une affiche pour la promotion d'un événement culturel concernant Jacques Tati et pas du tout pour la promotion de la nicotine. Contacté, la RATP n'a pas pipé mot. Loin de la polémique, les visiteurs de l'expo sont au rendez-vous. L'expo fait un tabac. Voilà, c'est la fin de ce journal. On croyait tout savoir sur François Mitterrand. Dans son dernier livre, Robert Schneider nous éclaire sur des facettes encore cachées du défunt président. Robert Schneider est notre invité dans quelques instants. Bonsoir Robert Schneider. Bonsoir. Votre dernier ouvrage, Les Mitterrand. Est-ce qu'on peut comprendre François Mitterrand aujourd'hui sans faire allusion à ses origines, à sa famille, à son enfance? Non, c'est ce que je me suis dit, puisque j'ai choisi ce prisme pour essayer de mieux comprendre cet homme très complexe et qui a toujours su garder son mystère. Est-ce que vous avez travaillé facilement avec eux? Comment vous avez été accueillis? Alors c'était un peu difficile parce que vous savez, il avait 7 frères et sœurs. Il reste un frère vivant qui est le général Mitterrand, qui est si peu proche des idées de son frère qu'il a été patron de la force de frappe française sous De Gaulle et Pompidou. Mais j'ai vu une cousine qui a été élevée avec les enfants, avec qui j'ai parlé longuement, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Et les enfants des frères et sœurs, donc les neveux de François Mitterrand, mais c'était des témoignages déjà indirects. Et surtout, j'ai pu consulter beaucoup de courriers, voire beaucoup de courriers. Et on s'écrivait beaucoup à l'époque, on se téléphonait pas. Et des lettres de François Mitterrand ou des lettres de ses sœurs à lui, de ses frères, et tout ça, ce qui permet de recréer l'ambiance, le climat de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que cette famille Mitterrand, les Mitterrand, c'était le premier cercle? On sait qu'il y a des cercles concentriques dans les relations et dans la vie de François Mitterrand. Est-ce que c'était vraiment le premier cercle le plus important pour François Mitterrand? C'était vraiment le premier cercle, d'autant que à l'époque, les familles charentaises vivaient derrière leur haut mur, très fermé. Et François Mitterrand a confié qu'il n'avait eu de camarades, de véritables amis, qu'au collège. Tant qu'il était dans la famille, on vivait entre soi. Ils étaient quand même 10 avec les 2 petits cousins, plus les grands-parents, les parents. Ils suffisaient à eux-mêmes. Alors qu'est-ce que vous avez appris de l'enfance de François Mitterrand qui a été déterminant pour la conduite de sa carrière? Eh bien, je n'ai pas de révélation extraordinaire, mais ce que j'ai eu la confirmation de l'éducation très catholique qu'il a reçue. Il a été très marqué par il a été un enfant très pieux, enfant de cœur. Il a ensuite été un collégien dans une institution religieuse qui était pratiquement un petit séminaire. Et même quand il est arrivé au 104 à Paris chez les frères maristes, alors que la messe n'était plus obligatoire et que la plupart des élèves n'y allaient plus, il y allait, il communiait. Le samedi, il allait faire la charité à des pauvres. On appelait ça à l'époque évangéliser les banlieues rouges, donc porter la bonne parole. Et il écrivait dans la revue de l'école, il écrivait que la politique, c'était pas important, c'était pas ça, c'était les valeurs chrétiennes, catholiques, et qu'on pouvait à la limite faire de la politique
pour défendre les idées chrétiennes. Alors il y a eu ce basculement que vous expliquez très bien dans votre ouvrage, ce basculement de la guerre où il a été confronté, comme il le dit lui-même, à d'autres hommes. Il découvre un autre milieu et là, il s'éloigne un petit peu de cette foi que vous expliquiez à l'instant. Absolument. C'est un moment crucial dans sa vie. Absolument. Il a été prisonnier pendant 2 ans, il s'est évadé 3 fois, il a réussi à la 3e tentative, la 3e était la bonne, ce qui prouve un certain courage. C'était pas facile de s'évader 3 fois parce que quand ils étaient repris, ils étaient enfermés et tout ça. Bon. Et c'est vrai que là, il a fréquenté d'autres hommes, que je trouve cette expression formidable, c'est-à-dire des juifs, des communistes, des non-croyants, et il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas Jarnac. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait être non-croyant, par exemple, et avoir une éthique, une morale, un idéal, et donc petit à petit, et que ces hommes-là souvent étaient les plus courageux dans la difficulté, et donc il s'est éloigné petit à petit de la religion sans s'en éloigner vraiment, parce qu'il a continué à aimer visiter les églises, à prier quelquefois jusqu'à la fin de sa vie. Et à la fin, dans son testament, une messe est possible. Voilà, formule très mitterrandienne. Ce fameux testament. Est-ce que alors on peut parler d'un président mystique alors Oui, je crois qu'il a toujours été hanté par l'au-delà, par la mort, je raconte que quand sa grand-mère est morte, sa grand-mère qu'il aimait beaucoup, qu'il privilégiait un peu, il est resté, il avait 9 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus, il est resté pendant quelques heures en tête-à-tête avec sa grand-mère morte, et ce jour-là, il s'est promis d'être le mausolée des morts et de penser à eux chaque soir. Tout ça, il était très obnubilé par la mort et par le passage, surtout qu'est-ce qui se passe quand on passe dans l'au-delà, et quand il a eu des amis qui sont revenus de coma, où il leur disait « Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu quelque chose ?» Un mot sur Vichy, Robert Schneider, cette période trouble des années Mitterrand. Là encore, est-ce que le contexte familial peut expliquer cette décision surprenante du futur président d'aller à Vichy alors qu'il est en zone libre? Oui, c'est tout à fait le contexte familial qui l'explique, parce que d'abord, il doit travailler. Et sa famille a des amis, il a des parents à Vichy, des amis, et donc on lui trouve facilement une situation qui a toujours été. Il n'a pas eu de grande responsabilité à Vichy, il était contractuel, il n'a pas eu à prêter serment, mais c'est donc le contexte familial l'explique tout à fait. Et il était maréchaliste d'ailleurs pendant un certain temps. Pas collabo, parce qu'il était foncièrement anti-allemand et très déprimé par la défaite française. Mais il était maréchaliste parce que ça correspondait, il avait été jeune dans le mouvement de jeunesse de la ROC, travail, famille, patrie, c'était la ROC, c'est des valeurs qu'on lui avait enseignées chez lui, donc très naturellement jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone sud et qu'ils se rendent compte que Pétain n'était pas vraiment anti-allemand comme il le croyait et cédait aux Allemands, jusque-là il a été maréchaliste. Alors peut-être un mot pour finir sur le testament du président. On y retrouve son enfance et ses origines, l'enterrement à Jarnac. Il veut reposer auprès de sa famille. La boucle est bouclée en un sens? Absolument, absolument. Et toute la fin de sa vie, il est revenu très souvent à Jarnac. Il était très soucieux de retrouver ses racines. Il disait la Nièvre, c'est une greffe. Ici, ce sont mes racines. C'est le pied, disait-il. Et plein d'autres choses encore à découvrir dans le livre de Robert Schneider, Les Mitterrand, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup de votre visite, Monsieur Schneider. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, Bibliothèque Médicis, Jean-Pierre Elkabbach et ses invités y traitent de l'amour. À 22h, c'est Hélène Risser qui déshabillera cette fois en tout bien tout honneur Rachida Dati. Tout de suite, bien sûr, notre rubrique hebdomadaire, signée Caroline Delage. Elle revient sur les 100 jours d'Obama. On reviendra bien sûr dans cette émission sur le sommet des Amériques. Voilà, très bon week-end à tous, très bon week-end Delphine. Merci. Bonjour à tous, c'est la première fois qu'il passe la frontière sud des États-Unis depuis qu'il est président, tourné en Amérique latine pour Barack Obama. Il est d'abord venu apporter son soutien à son homologue mexicain dans sa guerre contre les cartels de la drogue. Et il faut savoir que les États-Unis sont les premiers consommateurs de cocaïne au monde. Barack Obama a ensuite rencontré les chefs d'État et de gouvernement de plus de 30 pays d'Amérique latine au sommet des Amériques. Objectif, renverser le sentiment anti-américain particulièrement fort dans cette région, sentiment incarné notamment par le président vénézuélien
vénézuélien Hugo Chavez, Barack Obama a proposé un nouveau départ aux latino-américains. Il s'est engagé à mettre fin aux pratiques unilatérales. Et à la veille de cette rencontre déterminante, le président américain a levé les restrictions sur les voyages et sur les envois d'argent à Cuba. Une décision jugée insuffisante par Fidel Castro qui demande la suppression pure et simple de l'embargo en vigueur depuis 47 ans. Raoul, lui, est plus enclin au dialogue. We've told the North American government, in private and in public, that we are prepared, wherever they want, to discuss everything. Human rights, freedom of the press, political prisoners, everything that they want to discuss. Lundi de Pâques festif à la Maison-Blanche, 30 000 personnes étaient invitées pour une gigantesque chasse aux œufs. Au programme également un concert de Ziggy Marley et de la diva du hip-hop Fergie. Auparavant, et bien qu'il soit chrétien, le couple présidentiel avait organisé un dîner privé dans la salle à manger familiale de la Maison-Blanche pour célébrer Pessah, la Pâque juive. D'après ses conseillers, c'est le premier président à le faire. La communauté juive démocrate a salué cette initiative. Ils ont appelé ça la Tea Party en référence à la révolte de 1773 à Boston. La cargaison de thé d'un navire avait alors été jetée dans le port en signe de protestation contre les taxes imposées par les Britanniques. Première manifestation cette semaine pour les adversaires de la politique fiscale de Barack Obama. Le principal reproche de ses opposants, le président jette leur argent par les fenêtres, d'après eux. I'm tired of what our president is doing to this country and Congress and spending money that we don't have and leaving a huge tax burden on two of my 5 children that they may never be able to pay off. Et les opposants avaient choisi le 15 avril pour leur manifestation, date butoir aux États-Unis pour remplir sa déclaration d'impôt. Le couple présidentiel, lui, a bien rendu sa déclaration à l'heure. C'est le chiffre de la semaine. Les Obama ont gagné 2,65 millions de dollars en 2008. La majeure partie de cette somme provient des droits d'auteur des 2 ouvrages à succès publiés par le président. Cette semaine, 6 soldats américains sont morts en Irak et s'il était interdit sous l'ère Bush de montrer les corps des GIs tombés au combat, Obama a changé les règles du jeu pour plus de transparence. Les journalistes ont maintenant le droit de pénétrer dans les bases militaires et de filmer l'arrivée des cercueils sur le sol américain. Comme chaque semaine, le regard du romancier américain Jake Lamar, 8 sur 10, c'est la note que l'auteur de Confession d'un fils modèle donne à Barack Obama. C'était une autre semaine plutôt victorieuse pour Obama, mais on voit de plus en plus les risques qui viennent avec ces accomplissements. Sur l'économie, Obama a parlé d'une lueur d'espoir, mais si l'économie ne s'est beaucoup plus améliorée dans les mois prochains, c'est possible qu'il soit blâmé pour la continuation de la crise. À mes yeux, jusqu'ici, Obama a eu beaucoup de chance. Allez, un coup d'œil sur ce que la toile a retenu de la semaine d'Obama, un sujet signé Caroline Deschamps. L'insoutenable suspense a enfin touché à sa fin. Beau, le chien d'eau portugais de la famille Obama, a fait ses premiers pas à la Maison-Blanche. Les journalistes étaient au rendez-vous pour cet événement attendu par des millions d'Américains. Alors forcément, la blogosphère s'est également enflammée. Photos du toutou en exclu sur le site du Washington Post et blog dédié au First Dog. La Beaumania ne fait que commencer. Du chien au lapin, à voir sur le site de la Maison-Blanche les photos de la chasse aux œufs de Pâques où l'on découvre la famille Obama en compagnie de la célèbre peluche Easter Bunny. À voir sur la télé participative Current TV, une parodie de l'émission de Fox News Glenn Beck Live. Ancien comédien, Glenn Beck est l'étoile montante de la chaîne conservatrice. Sa recette, dénoncer le soi-disant socialisme de Barack Obama. Version Current TV, ça donne ça. Nous sommes avec Philippe Golub, bonjour. Bonjour. Vous êtes américain, professeur de relations internationales à Paris 8. Hugo Chavez avait prévenu avant le sommet des Amériques qu'il ne signerait pas la déclaration finale. Il faut dire que le président vénézuélien incarne ce sentiment anti-américain très fort. Est-ce que les choses vont s'arranger grâce à Barack Obama ? Je pense qu'il y aura une détente des relations bilatérales entre les deux pays. Il ne faut pas exagérer quand même la réalité, exagérer les tensions entre les deux pays, puisque le Venezuela, sous Hugo Chavez, a continué sous toute l'administration Bush à exporter du pétrole vers les États-Unis. Le pétrole vénézuélien compte pour 15% des importations totales
des États-Unis, les réalités tendent à dominer la rhétorique. Alors, il est vrai qu'il y a une tension réelle entre le Venezuela et les États-Unis. Sous Obama, il devrait y avoir une détente réelle, y compris au niveau rhétorique entre les deux pays. La main tendue à Cuba, Fidel Castro a parlé d'aumône. Est-ce que c'est quand même pas un effort assez significatif de la part de Barack Obama? Je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Je veux dire, il y a une nouvelle génération de Cubains américains aux États-Unis. C'est important, le changement de génération aux États-Unis dans la communauté cubaine américaine qui, dans les années 70, 60 et 70, 50 encore plus, c'était ultra conservatrice, virulemment anticommuniste. Aujourd'hui, une nouvelle génération, ce sont des jeunes qui ont d'autres intérêts, d'autres horizons. Je pense que le moment est mûr pour un changement à la fois à Cuba et aux États-Unis et que Barack Obama n'a pas besoin vraiment d'être très prudent sur ce dossier. C'est un premier pas, il pourrait aller plus loin. L'a priori, dans la région latino-américaine, est plutôt favorable à Barack Obama? Je pense que oui, je pense qu'y compris sur le dossier cubain. Je crois que les dirigeants latino-américains d'Amérique du Sud et aussi les latinos en général, les Mexicains, voudraient que les États-Unis s'ouvrent à Cuba, qu'il y ait fin à l'embargo, que soit mis fin à l'embargo. Généralement parlant, dans l'ensemble de la région, il y a un grand soulagement que l'ère Bush se termine. Alors l'administration Obama, justement, publie les mémos très secrets de la CIA dans lesquels sont détaillées les techniques d'interrogatoire utilisées, autrement dit la torture. Mais en revanche, le président américain refuse de poursuivre les officiers qui se sont livrés à de tels actes. Est-ce qu'il a raison, après vous? C'est compliqué, parce que poursuivre, ça impliquerait poursuivre les plus hautes autorités de l'État américain qui ont sanctionné ces politiques-là, y compris au niveau du président des États-Unis, le président, le vice-président, les conseillers du président, les conseillers du vice-président, le ministre de la Justice, the Attorney General, etc. Il y a la chaîne de responsabilité. Et oui, le problème, c'est le précédent d'une mise en accusation générale des autorités du pays est une chose difficile pour un président en exercice. Donc, il penche plutôt autour de la Maison-Blanche et dans des milieux spécialisés juridiques, il penche plutôt sur ce qu'on appellerait aux États-Unis le shaming process, c'est-à-dire des commissions d'investigation qui mettent en lumière ce qui s'est passé, qui jettent ces individus-là devant la morale publique et que ce soit un problème. Je ne sais pas comment le traduire en français. Sans passer par la justice. Sans passer par une justice formalisée, mais un moyen quand même de mettre clairement un point net et ferme à cette période qui est une période douloureuse. Merci beaucoup Philippe Golub. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les 100 premiers jours de Barack Obama.